Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer la parole à Jean-Louis Béraud, merci, qui va changer de sujet et nous parler de l'éthique. Alors, où est-ce qu'il est mon topo? Je le retrouve plus, hein. Il était là tout à l'heure. Alors là, en fait, c'est les anciennes. Je remets ma clé sinon. Là, c'est de... Je l'avais mis là tout à l'heure sur le bureau. Donc là, on va partir de là. Et là, le bureau il est là. Éthique et oncologie, voilà. Donc ça doit être bien. Et par contre, on l'a pas là. Ah, ça recommence. Ah non, Dieu. Mais moi, je veux bien que ce soit de ma faute. Hein. Ça ne me dérange absolument pas. J'ai les épaules très très larges. Mais il y a quand même un problème qu'on rencontre rarement dans les congrès, où je vais de temps en temps, qui est qu'on fait disparaître le truc régulièrement. Je pense que le monsieur, il va me détester. Attention, j'ai fait des sports de combat. Hein. J'ai fait... Je suis là. C'est ce qui m'inquiète. Je suis là. Oui. Voilà. Et après, Et là, mais après, il faut le mettre à l'antenne. Ah, Mettre en diaporama. on va y arriver. On a encore 8 présentations pour y arriver. Des formations, si vous voulez. Bon. Donc merci d'abord aux organisateurs de me permettre d'évoquer avec vous ces problèmes d'éthique en chirurgie et en oncologie. Le titre était « Le patient doit être placé dans la décision stratégique ». Il y a eu quelques années à l'Académie de médecine un grand colloque sur l'humanisme médical et une des phrases clés était que la pratique, que l'humanisme médical, c'est consubstantiel à la médecine, l'humanisme, puisque une pratique de la médecine et des soins est respectueuse à tous égards de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Donc on voit le patient est au cœur de la problématique, bien sûr. Alors on revient au serment d'Hippocrate. On retrouve 2 phrases du serment d'Hippocrate qui ont presque tout dit. Et ensuite, on reprend les grands classiques de l'éthique médicale. Aristote, qui s'intéressait beaucoup à la médecine et qui a défini le concept de prudence, la phronésis, qui est une vertu cardinale, qui nous parle à nous, soignants, parce que ça insiste beaucoup sur le moment opportun de la décision. C'est une disposition accompagnée de raisons justes, tournée vers l'action et concernant ce qui est bien et mal pour l'homme. Et c'est vraiment la sagesse pratique chez Aristote qui peut nous aider dans des cas difficiles, médico-chirurgicaux et notamment oncologiques. Et puis, la pensée de Kant, parce que Kant, c'est la morale gravée dans le marbre, avec le grand principe qui nous dit que l'humanité ne doit jamais être considérée simplement comme un moyen, mais comme une fin. Et il y a relation éthique lorsque l'autre n'est pas uniquement un moyen, un outil à faire valoir, mais une fin en soi. Et c'est très important parce que l'éthique de Kant, c'est gravé dans le marbre et c'est absolument fondamental. En effet, si on veut un petit peu nuancer entre morale, éthique et déontologie, on peut dire que la morale, c'est inconditionnel, ce sont les grands principes, tu ne tueras pas. Et là, on est tout à fait chez Kant. Et que l'éthique, par contre, s'adresse à toutes les situations que nous rencontrons dans notre métier, les situations inédites où il y a des choix, des interrogations, des difficultés. Ça nécessite une liberté qui est le fondement de l'action éthique. Et là, on voit poindre un petit danger qui est la normalisation, comme dans tous les domaines. Quant à la déontologie, ça permet d'obéir à des règles professionnelles, mais c'est moins prégnant. L'éthique interpelle les modes de pensée et d'agir, remet en question les certitudes, les pouvoirs, les pensées dominantes. Et là, on voit un petit peu comme pourquoi Aristote avait érigé cette sagesse pratique en vertu importante, et nous le reverront tout à l'heure. On parle beaucoup des grandes règles de l'éthique médicale qui ont été déterminées dans les pays anglo-saxons et qui c'est un canevas qui nous aide. Les concepts de bienfaisance, non-malfaisance, justice et autonomie, on peut, dans toutes les situations délicates, y penser. Ça nous aide, mais ça n'est qu'un canevas. Et j'ai mis en grand Paul Ricoeur parce que Paul Ricoeur, qui a essayé un peu de concilier la philosophie de Kant, qui est très rigoriste, et la souplesse d'Aristote, a déterminé le concept de sollicitude. Que serait le soin sans la sollicitude, le geste technique, sans considération pour celui qui le reçoit, sans attention au sujet, au-delà du besoin qu'il manifeste? Ça, c'est le soignant avec le patient.
qui doit rétablir la symétrie de la relation, se laisser atteindre par la vulnérabilité du patient, et notamment en oncologie. On atteint donc la réciprocité, et cette spontanéité bienveillante fait que le contact et l'empathie viendra assez facilement, et on voit l'importance que ça peut revêtir à propos du premier topo de ce matin. Venons-en maintenant à l'éthique du chirurgien. Le chirurgien, il veut faire le mieux qu'il peut pour son patient, et forcément, le patient est au centre de la problématique, on va voir pourquoi après. La prise en charge, même si certains chirurgiens ont parfois eu tendance à s'occuper que de l'acte chirurgical, on l'a bien vu depuis tout à l'heure, l'importance de la prise en charge avant, pendant et après, et le respect des grands principes qui sont maintenant beaucoup mieux codifiés. En effet, l'acte chirurgical est un acte très particulier parce qu'il est unique, irréversible et radical. Et c'est pour cela que la relation entre un chirurgien et son patient est absolument fondamentale à cause de cet acte unique, irréversible et radical, qui est spécifique et qui engage la responsabilité. La décision est parfois rapide, même si aujourd'hui les données de l'imagerie et des explorations complémentaires, les données des RCP permettent de savoir où on va, il y a parfois des décisions rapides à prendre. René Le Riche, qui, pour la petite histoire, était allé voir Alstedt en 1913 et avait loué Alstedt qui faisait une chirurgie la moins agressive possible. Et quand on voit l'opération de Alstedt, on se dit qu'on a fait des progrès. René Le Riche disait que c'était une apologie du chirurgien, c'est daté, mais ça montre quand même les qualités nécessaires pour être chirurgien. Venons-en maintenant à la chirurgie oncologique. À la chirurgie oncologique, on l'a vu depuis ce matin, avec des gestes lourds et complexes. Prenons comme exemple la reconstruction vasculaire dans l'hépatectomie. Le chirurgien oncologique, pendant longtemps, il avait peur de ne pas faire assez. Mais il faut avoir de l'audace, parce que les premiers chirurgiens qui ont effectué une chirurgie du foie ex vivo, on imagine l'audace, le courage, la charge émotionnelle. Je parle de charge émotionnelle à propos des premiers chirurgiens qui ont commencé à faire des chips dans la carcinose, par exemple. Cette chirurgie, en plus, notamment à cause des chimios néoadjuvantes, des multiples cycles de chimiothérapie qui précèdent une intervention, souvent amène des complications. On l'a vu avec les anti-angiogéniques. Et il faut gérer ces complications. Et c'est difficile pour un chirurgien de gérer les complications, même si on travaille en équipe, ce qui est très important, et surtout ne pas se voler la face, voir la réalité des choses lorsqu'il y a des complications. Il y a nécessité, on l'a vu tout à l'heure, de plusieurs équipes dans beaucoup d'interventions oncologiques maintenant. On fait des progrès en chirurgie oncologique parce qu'on étudie plus la qualité de la vie en se mettant à la place du patient et non pas la qualité de la vie vue par une équipe médicale. Et on prend en compte les séquelles. Depuis déjà longtemps, quand même, les chirurgiens s'inquiétaient des séquelles de la laryngectomie, des séquelles des amputations du rectum, des amputations mammaires, des gestes importants sur des sarcomes. Quelques phrases intéressantes qui montrent que pour les chirurgiens qui opèrent un patient grave et qui a une complication, ce côté mystérieux et angoissant des suites opératoires est très difficile à gérer. Et il y a toujours un impondérable. Donc on dit que la technique est maître, on a des technologies formidables, mais l'incertitude doit permettre l'humilité en permanence. D'ailleurs, la dimension éthique de la chirurgie, c'est un petit peu cette tension qu'il y a entre la puissance de la chirurgie moderne, son efficacité qui dépend des innovations techniques, et la finalité qui est en fait de soigner une personne humaine vulnérable. Le risque éthique du chirurgien. Il y a des gros risques, bien sûr, parce que notamment au début des grandes expériences chirurgicales, je pense aux œsophagectomies de M. Lorta-Jacob, etc., on pouvait se prendre pour un démiurge, avoir un comportement individualiste. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Mais l'isolement pouvait faire le lit de la démesure. L'objectivation. L'objectivation, c'est important parce que c'est l'objectivation du patient qui a fait permettre à la médecine, depuis le XVIIIe siècle, son essor prodigieux. Mais le corps personne et le corps chose, c'est différent. Et le chirurgien, quand il opère, est obligé d'objectiver complètement le corps de son patient qui est endormi. Donc le sujet est fragmenté. On oublie le corps personne parce qu'il faut opérer le corps chose. Mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux surtout si on peut être instrumentalisé par la technique.
Par exemple, on va être fasciné par le robot et donc on peut imaginer, et on l'a vu dans certains pays, que la robotisation de la chirurgie de la prostate a peut-être conduit à certains excès d'indication de chirurgie de la prostate, par exemple, si on est un peu trop instrumentalisé par la technique. Et puis enfin, il y a le risque de perte de liberté et du côté un peu sacré de l'acte chirurgical qu'il ne faut pas oublier. Les progrès sont colossaux depuis 20-30 ans. Grâce à notamment cette approche holistique, on a vu à quel point le chirurgien doit être au courant de toutes les technologies cancérologiques. Et comme on dit, ce n'est pas tous les 5 ans qu'il faut se former, c'est en permanence. On a vu ce matin avec l'évolution, par exemple, dans le cancer de l'ovaire. Les progrès sont colossaux, on l'a vu tout à l'heure, la chute de la morbimortalité permettant des opérations inenvisageables autrefois, l'ambulatoire, la réhabilitation, l'RCP, etc. Par exemple, la carcinose, quand on voit les progrès qui ont été effectués, même si on nous a dit ce matin que peut-être il fallait avoir un certain recul maintenant dans le traitement des carcinoses avec les progrès des chimiothérapies, mais enfin bon, la chirurgie de la carcinose a fait faire des progrès énormes, la chirurgie des sarcomes, les métastases hépatiques, on a vu à quel point, hépatiques et pulmonaires, on a vu à quel point les progrès ont été colossaux. Autrefois, comme disait M. Launois ce matin, une métastase hépatique, on ne le montrait même pas le malade au chirurgien. Et les progrès viennent aussi du fait que les chirurgiens se sont intéressés à la préservation, pour ne pas surtraiter, à la reconstruction, on va en parler tout à l'heure, à la diminution des effets collatéraux. Par exemple, quand on a pu traiter des cancers du rectum sans amputation grâce au progrès des traitements néoadjuvants, c'est un gros progrès. Pour les laryngectomies, c'est un gros progrès également. En oncologie aussi, il y a des progrès énormes avec les médecines nouvelles ciblées sur le génome, les progrès biologiques, la prévention, la prédiction. Alors j'ai mis jusqu'où aller parce que, bien entendu, on peut ouvrir la boîte de Pandore et on ne sait pas où peut-on aller avec les prédictions génétiques futures. Les difficultés sont nombreuses en éthique oncologique. Prenons la chirurgie prophylactique. La discussion d'une colectomie totale préventive chez quelqu'un qui porte le gène APC parce qu'il y a une polypose familiale. La thyroïdectomie totale pour famille de cancer mellulaire de la thyroïde chez un adolescent. Voilà des problèmes extrêmement difficiles, sans parler de l'ovaire et du sein, qui imposent des décisions très difficiles, heureusement discutées en équipe aujourd'hui. L'inégalité d'accès aux soins, on est bien obligé d'en parler, non seulement sur le territoire, mais dans le monde entier. Le problème posé par des études randomisées. On a vu ce matin, on nous a parlé d'une étude randomisée où le groupe qui avait été choisi chirurgie seule, avec une chirurgie très lourde, avait de la morbidité. Donc les études randomisées en oncologie avec chirurgie, ça n'est pas évident. Parlons aussi de la courbe d'apprentissage, des expérimentations en chirurgie. On peut espérer beaucoup des techniques de simulation qui vont permettre de minimiser les éventuelles difficultés des courbes d'apprentissage. Et enfin, citons le poids médico-légal qui a une importance de plus en plus nette. En ce qui concerne l'oncologie, il y a des problèmes aussi éthiques. Il y a le problème des traitements innovants qui arrivent sur le marché, qui ne sont pas disponibles ou pas encore disponibles, et les patients lisent Internet et nous posent des tas de questions. Ce matin, on a parlé de la consultation d'annonce. Il y a beaucoup de subtilité dans la consultation d'annonce et de difficultés en fonction de la personne que l'on a en face de soi et de sa famille. L'accès aux soins, on en a parlé. Le dépistage, avec les nouvelles possibilités de dépistage et connaissance du génome, ça va devenir probablement difficile de faire les bons choix. Et puis, les nouvelles molécules, les nouveaux protocoles, avec des groupes témoins, ça change tout le temps. Et c'est à chaque fois une réflexion très importante à mener du point de vue éthique. L'avenir, pour dire quelques mots, bien entendu, c'est essentiellement la génétique et ses nouveaux pouvoirs qui vont modifier beaucoup de choses. L'intelligence artificielle, dont on peut espérer une grande aide, mais dont on ne peut pas attendre des miracles non raisonnables. Le transhumanisme. Alors, en oncologie, on s'occupe surtout de l'homme réparé. On n'est pas encore dans certains délires qui peuvent, arriver en utilisant le chirurgien et le médecin pour des folies non raisonnables.
Et puis, souvenons-nous ce qu'avait dit Jean Bernard. Jean Bernard avait dit, après la guerre, dans les années 50-60, que la chirurgie de demain sera moléculaire. On a vu qu'il reste, et on verra tout à l'heure dans la reconstruction, qu'il reste une grande place pour la chirurgie dans l'avenir. Alors, les quelques planches qui terminent, c'est pour parler le patient acteur de son destin, le patient expert, le concept développé dans les maladies chroniques. Et le cancer devient, heureusement, souvent une maladie chronique et non pas mortelle, avec le problème de la décision partagée. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que le patient est souvent surinformé avec sa famille, ils ont tout lu, et puis il vient à la consultation et il attend le médecin guérisseur. Il attend surtout le chirurgien qui va le débarrasser de tout en disant « les chimiothérapies, c'est très bien, mais vous allez m'enlever ça et ça sera réglé ». Et donc, il faut revenir aux fondamentaux, expliquer et résoudre ce problème du consentement éclairé qui n'a rien de simple, puisque peut-on être sûr qu'il soit vraiment toujours éclairé. Et il faut souvent renouveler les consultations. La décision médicale, en effet, est extrêmement difficile, même si elle est partagée. Il y a l'influence du psychisme, il y a ce mélange de rationalité, de thaumaturgie, de scientisme qui rend la décision médicale extrêmement difficile et pas forcément toujours programmable de façon nette. Il y a toujours un degré de liberté et soyons prudents sur la normalisation de tout, y compris des normes éthiques. Je termine en citant Paul Valéry en 1938 qui disait aux chirurgiens, au congrès de chirurgie, le chirurgien devient capable au besoin de ralentir la vitesse de ses mains, voire de céder sa place pour pouvoir mieux observer et faire naître des associations inédites d'idées. C'est ce que je nous souhaite pour l'avenir. Merci. Merci Jean-Louis pour ce superbe topo. Tu as une question ? Moi, je voudrais féliciter Jean-Louis. Je voudrais juste rajouter une petite dimension, si tu veux, qui m'a toujours intrigué en oncologie pour le chirurgien. C'est le problème du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage en oncologie. On est maintenant effectivement multidisciplinaire, mais tu sais qu'il y a quand même un individu qui doit être responsable du patient, puisque ça, il y a en principe un responsable. Alors que ce soit le chimiothérapeute, que ce soit Patricia, que ce soit l'oncologue, ça dépend peut-être de la pathologie qu'on traite. Et je crois qu'il y a quelque chose de très très important en oncologie, qui n'est pas apparu dans ton topo, c'est qu'il y a un engagement que l'on gagne ou que l'on perde. C'est-à-dire que c'est difficile de faire de l'oncologie quand on n'a pas autour de soi des structures qui te permettent de te dire qu'il y a des malades chez qui tu vas perdre. Donc je ne vais pas dire qu'il faut avoir obligatoirement à côté de toi un service de soins palliatifs ou autre, mais c'est-à-dire, ça a été une des forces, si tu veux, de l'équipe, parce que c'était une petite équipe que j'ai pu animer, ça m'a valu d'ailleurs même plusieurs récompenses, c'est-à-dire de dire où je rencontre une femme qui a un cancer, je lui dis, madame, on va vous traiter, bien évidemment, le but c'est tout ce que tu viens de raconter, on va vous guérir, mais si on ne vous guérit pas, qu'est-ce que je deviens ? Et là, je trouve qu'il y a un engagement moral de la part de l'équipe soignante qui n'est pas toujours respecté et qui fait pour moi partie des considérations philosophiques de la relation médecin-malade en oncologie. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais ça me paraît extrêmement important. Tout à fait d'accord, puisque nous avions, quand j'étais à Saint-Joseph, nous avions l'équipe de Jeanne Garnier qui était avec nous. Il est sûr que, je l'ai dit, le chirurgien doit être là avant, pendant et après, et il faut que je rajoute une diapo sur le après quand ça va mal. Bien entendu, c'est fondamental, il faut assumer jusqu'au bout. J'avais un de mes collègues qui était extraordinaire puisqu'il allait voir ses malades dans le service de soins palliatifs le dimanche pour leur parler. Voilà, ça c'est un vrai chirurgien. Merci.